Bienvenue dans la nouvelle saison du podcast de l'université, l'émission qui vous rapproche de l'université de Franche-Comté. Ici, plongez dans la vie des campus, découvrez les initiatives, les projets et les voix qui animent notre communauté. Que vous soyez étudiant, personnel ou simple curieux, embarquez avec nous pour explorer tout ce qui fait vibrer notre université. Avec ce podcast, l'université de Franche-Comté est à portée d'écoute. Pour cet épisode, nous avons l'immense plaisir d'accueillir une figure emblématique de la géographie et de l'exploration scientifique, Madeleine Griselin. Première femme à avoir dirigé une expédition polaire, Madeleine Griselin a ouvert la voie. Elle partagera avec nous les étapes clés de son parcours universitaire et professionnel, en revenant sur les moments forts qui ont marqué sa carrière et les personnes qui l'ont inspirée. Au fil de notre échange, nous plongerons également dans l'essence de son métier de géographe. Enfin, préparez-vous à être transporté dans des récits captivants, des anecdotes marquantes issues de ces expéditions, les préparatifs exigeants d'une mission polaire et des moments uniques vécus au cœur des régions les plus isolées de notre monde. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par cette discussion avec Madeleine Griselin, une femme de science, d'audace et de découverte. Alors d'abord, bonjour et merci d'être avec nous. Revenons tout d'abord sur les débuts de ce parcours exceptionnel. Pouvez-vous nous raconter les étapes clés qui ont façonné votre carrière et votre passion pour la géographie ? Alors ça commence très tôt. J'avais 5 ans, ma mère était jardinière d'enfants et donc j'étais dans le jardin d'enfants Montessori qu'elle dirigeait et elle nous a lu un livre de Paul-Émile Victor pour les enfants qui s'appelle Apoutsiak, le petit flocon de neige, c'est l'histoire d'un petit Inuit. Et à partir de là, les autres s'en sont bien remis et pas moi. Moi, à partir de là, j'ai toujours été tournée vers les pôles, les régions polaires. Au bac à sable, ils jouaient au prince et à la princesse. Moi, j'allais à la pêche à la baleine. Toujours. Et puis après, j'ai entretenu cette passion avec des livres, puis avec des films. Et voilà, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite. En plus, je viens de la Lorraine très froide, qu'on appelle la Sibérie-Lorraine, à la frontière du Luxembourg. Et donc tout ça a été aussi bercé d'hivers très neigeux, de traîneaux, quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que mes parents n'étaient pas du tout sportifs. Donc ça peut être un frein, mais ça l'a pas été. Et ce qui n'a pas été un frein, c'est que ils n'ont été opposés à mes rêves les plus fous et ils ont toujours au contraire encouragé mes audaces. Alors j'ai fait des études, j'étais plutôt scientifique, et après mon bac, j'avais tout à fait le niveau qu'il fallait pour entrer à l'école de géologie. Et c'est là que le bas a commencé à faire mal, parce que je suis allée chercher le dossier à l'école de géologie de Nancy, parce que j'avais fait mes études à Nancy, et j'ouvre le dossier, première ligne, les candidats doivent être du sexe masculin. Donc là, boum, puis il y a une sacrée chute, parce que dans ma famille, justement, on n'avait jamais fait la différence entre les garçons et les filles. Les filles devaient savoir réparer leur vélo, les garçons faisaient la vaisselle pareil que les filles, etc. Et donc là, ça a été vraiment la première claque de ma vie sur le plan discrimination à cause du genre. Mais vous n'avez pas abandonné ? Non. Je suis aussi allée voir Paul-Émile Victor, donc le grand explorateur polaire de l'époque. Je pensais qu'il allait tout de suite me dire, mais je vous attendais. Et c'est pas ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, il y aura jamais de femmes dans les expéditions polaires. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire de l'ethnologie, vous pourrez toujours aller voir les Inuits. Voilà, alors bon, je me suis un peu orientée là-dessus, mais c'était pas du tout mon truc. Et puis en fait, je suis retournée ensuite à l'université et j'ai entamé des études de géographie à Nancy. Et j'ai fait tout mon cursus à Nancy. Et à la fin, j'ai fait un DEA à Paris, au Centre d'études arctiques. Et puis j'ai fait ma thèse à Nancy. Et c'est à la suite de vos études que vous devenez la première femme à diriger une expédition polaire. Pouvez-vous nous en dire plus ? Pour ma thèse, j'étais déjà allée dans les régions polaires, mais bon, dans des conditions. J'étais avec des étudiants de Besançon, justement. Moi, j'étais à Nancy, mais c'était des étudiants de Besançon, la deuxième année. Donc, je vais passer 5 mois sur le terrain, dans les régions polaires, au Spitzberg, entre la Norvège et le pôle Nord.
Et l'année suivante, 4 mois. Mais là, j'étais dans une cabane que m'avaient prêté les Norvégiens. Et donc, c'est ça, mes premiers pas, c'est ça. Et puis après ça, je suis allée au Canada. Et au Canada, j'étais à l'équivalent du CNRS au Canada, et en postdoc. Et j'ai eu la chance de participer à une grosse expédition avec des moyens démesurés, 2 brise-glaces, 2 hélicoptères, enfin du jamais vu pour un chercheur français. Et là, j'ai été sur la banquise. Alors qu'au départ, ma thèse, c'est pas sur la banquise, c'est sur les glaciers. Et là, je me suis rendu compte que, mais on connaissait rien de la banquise, rien du tout. Et que c'est pas forcément avec des brise-glaces et des hélicoptères qu'on pouvait capter les choses. Moi, j'avais eu la chance d'être 9 mois sur le terrain pour ma thèse, et il y a des choses que j'avais vues qu'une fois, parce qu'il faut vraiment être en corps à corps avec le terrain pour comprendre quelque chose. Et c'est là que m'est venue l'idée que pour connaître la banquise, il fallait faire pareil, il fallait être dessus. Alors moi, je venais d'avoir ma thèse, donc j'étais jeune docteur, inconnue du monde entier, et surtout dans le milieu de la recherche, et je me suis dit, mais jamais personne ne va me soutenir. Mais, comme je suis une femme, et qu'il n'y a jamais eu de femme au pôle, eh ben, je vais lancer une expédition polaire. Et j'ai pensé que tout de suite, on allait avoir des sponsors et tout. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Je suis chercheur, mais j'ai passé la moitié de ma vie à chercher de l'argent. Comment on organise une expédition polaire? Quand je monte la première expédition, le premier pas sur la banquise, c'est en 86. Et tout de suite, une petite note, en 86, il y avait eu moins de personnes sur la banquise que dans l'espace. Bon, j'avais déjà mené mes propres recherches dans les régions polaires, et quand je vous ai dit que j'étais avec des gens de Besançon, en fait, j'étais toute seule. Une fois qu'on est sur le terrain, vous avez un climatologue, vous avez un qui s'occupe de la végétation, vous en avez un qui s'occupe de je sais pas quoi. Moi, je m'occupais de l'eau des glaciers. Ben, chacun va sur son coin, quoi. On est tout seul. Donc déjà, vous ne voyez pas. On ne se voit pas. On se voit le soir ou le matin. Et donc, on est vite aguerri à l'autonomie, c'est-à-dire il faut vraiment se débrouiller tout seul. Et ben, organiser une expédition polaire, je le dis souvent quand j'ai des enfants en face de moi, c'est un peu la même chose que préparer des vacances avec ses copains pour aller skier dans les Vosges. C'est un peu pareil, sauf que ça prend un peu plus de temps, un peu plus d'énergie. Mais c'est la même chose, faut des sous, faut du matériel, faut de la logistique, et il faut surtout savoir que dans ces milieux-là, bon, le premier magasin était à 3000 km. Il y a des endroits où on avait donc un camp de base qui était au Spitzberg, mais une fois qu'on est parti, on peut plus rien faire, quoi. Et je dis toujours que j'ai plus appris, pour ma propre expédition, j'ai plus appris dans les échecs que dans les réussites. Parce que quand quelqu'un échoue, vous savez pourquoi. Il a échoué parce qu'il avait pris qu'un réchaud. Mais celui qui a réussi, il vous dit pas j'ai réussi parce que j'avais 3 réchauds. Oui, voilà. Et c'est donc par l'échec des uns et des autres, et même ces échecs à soi, qu'on apprend beaucoup. Après, c'est une question d'endurance, et pour les expéditions sur la banquise, pour aller vers le pôle Nord, il faut absolument des avions de ravitaillement. Et donc, ça fait des budgets phénoménaux. Alors, à l'époque, pas de cagnotte, pas d'internet, donc tout se passait par le courrier. Et donc, faire des dossiers, contacter, faire des lettres. Et moi, j'avais un principe qui était, tant qu'il y a une lettre qui n'a pas eu de réponse, alors on a encore de l'espoir. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre sur le terrain, d'un point de vue physique ou psychologique? Psychologiquement, moi, c'est un petit peu différent du reste de l'équipe, parce que moi, c'était mon rêve. Donc, on est porté par son rêve, on est... Coûte que coûte. C'est ça, et puis voilà. L'équipe, c'était un peu différent, et moi, je me disais, à chaque ravitaillement, elles vont peut-être abandonner. On est parti, on était 6 sur la banquise, puis il y en a 2 qui ont arrêté. On a été arrêté parce que la banquise a cassé, enfin, on ne pouvait plus rester, et on est rentré, il y en a 2 qui sont restés, puis on est reparti à 4.
Et les filles me disaient après, je disais, moi, j'avais la trouille au ravitaillement, vous me disiez, bon, moi, j'abandonne. Et pas du tout. Elle disait, ben non, parce qu'au ravitaillement, alors, on nous ramenait des vêtements propres, des trucs secs, surtout. Et elle disait, ben non, ça nous donnait vraiment un grand coup de... C'est une relance. Oui, c'est ça. Et puis, on avait réussi 10 jours, là, donc on allait repartir pour 10 ou 12 jours. Il y en a une qui a pas tenu le coup, donc elle a capitulé. Et c'est là qu'on n'est pas... On m'avait dit, moi, quelqu'un m'avait dit, tu verras, on est prêt à la défaite physique, mais on n'est pas prêt à la défaite morale. Et là, c'est vrai, cette fille, elle a pas supporté, c'était trop dur pour elle, et elle a craqué psychologiquement. Et elle me disait, mais moi, je veux m'arrêter et tout. Mais je dis, mais non, tu vas voir, ça va aller. Et puis, il y en a une qui s'est gelée les pieds, et là, j'ai dit, tu rentres. Ouais. On respecte les pieds gelés. C'est une erreur de pas avoir la même réaction par rapport à la détresse morale, par rapport à l'accident physique, quoi. Qu'est-ce que cela a signifié pour vous, personnellement et professionnellement, d'avoir été la première femme à franchir cette barrière dans le monde de l'exploration polaire? Ça a signifié beaucoup parce que plusieurs fois dans ma vie, donc on m'a refusé des choses parce que c'était que les garçons qui faisaient ou que les hommes et donc ça a signifié que voilà, on pouvait. Et je dois vous dire qu'après cette expédition, plus jamais personne ne m'a refusé quelque chose au nom de non, parce que tu es une fille. Et donc ça a été quelque chose d'important. Et maintenant, l'expédition s'appelait Des femmes pour un pôle, et non pas comme me l'a imposé l'éditeur, 8 femmes. Et pourquoi c'était des femmes? Parce que je me disais, c'est nous, mais ça pourrait en être d'autres. On partait plus au nom de toutes les femmes plutôt que nous-mêmes, donc c'était pas une gloire personnelle. Tant mieux si j'ai fait avancer la cause des femmes, et je sais que je l'ai fait avancer sur ce plan-là. Plus jamais on m'a opposé, non, parce que vous êtes une femme. Donc ça, c'est un énorme progrès, mais c'est tout ce que je tire de ça. Est-ce qu'au cours de votre carrière, il y a des personnes qui vous ont inspiré? Et si oui, lesquelles et pourquoi? J'ai forcément été inspirée par plein de gens, notamment dans les expéditions polaires. Et mon héros préféré d'expéditions polaires, c'est Ernest Shackleton, qui a préféré renoncer que de mettre en péril, il tentait le pôle Sud, qui a préféré renoncer au pôle Sud plutôt que de mettre en péril son équipe. Et sur le plan féminin, je crois que j'ai assez vite été impressionnée par Claude Cogan, qui a été une femme française, et elle a été la femme la plus haute du monde. C'était au moment de la conquête de l'Annapurna, donc dans les années 50, et elle a été la plus haute, et je crois qu'elle est morte sur une des montagnes, là, en expédition féminine aussi. Donc elle avait eu les mêmes batailles que moi, et ça m'avait beaucoup impressionné, comme m'ont impressionné les premières femmes pilotes, les premières femmes, tout ce qu'on veut, quoi. Nous avons évoqué votre parcours et les étapes clés qui ont jalonné votre carrière, notamment votre rôle pionnier en tant que première femme à diriger une expédition polaire. Quel impact pensez-vous que votre travail a sur la société et l'environnement? Alors, je suis hydrologue au départ, donc je dirais une goutte d'eau dans l'océan des connaissances. Si on ne met pas ça dans sa tête quand on devient chercheur, c'est pas la peine. Il faut pas l'être. C'est pas la peine. On réalise qu'on a donné une vie, je l'ai donnée à 200% ma vie, pour finalement pas changer grand-chose à la connaissance, mais on a quand même apporté quelque chose. Est-ce que vous avez eu peur? Non, on n'a pas peur. Déjà parce qu'on se bat. Et deuxièmement, on est tellement petit dans cet univers. Moi, j'ai eu plus peur en revenant, en voyant les photos. Parce que quand on avait le ravitaillement, les personnes qui venaient nous voir au ravitaillement, disaient « Oh là là, mes pauvres, mes pauvres ». Alors que nous, on se trouvait plutôt mieux que la veille, on avait des gelures, là c'était un peu estompé. Et après, quand j'ai vu les photos, je me disais, mais oui, je comprends qu'ils aient eu peur. Et maintenant, quand je vois le reportage,
Alors, évidemment, les gens, à la sortie des conférences, ils sont complètement abasourdis. Et je dis toujours, mais vous savez, je pense la même chose que vous. Je pense qu'elles étaient givrées. Votre métier de géographe vous a permis de contribuer à des projets scientifiques ambitieux et d'avoir un impact concret sur la société et l'environnement. Mais au-delà de ces accomplissements, ce sont souvent des expériences vécues sur le terrain, dans des conditions parfois extrêmes, qui laissent les souvenirs les plus marquants. Nous aimerions maintenant plonger dans ces récits uniques et découvrir les anecdotes qui ont jalonné vos explorations. Pouvez-vous dans un premier temps nous décrire comment se déroule une journée type en expédition polaire ? Bon, c'est vraiment complètement lié à la météo et à la glace qu'on rencontre, puisque nous, parfois, on ne pouvait pas avancer, parce que la glace était ouverte. Et donc, toujours, j'avais en tête ce proverbe des Inuits qui dit c'est la glace et la météo qui décident. Donc, une journée type, déjà, faut vous rendre compte que tous les jours, le soir, on monte le camp. Tous les matins, on le démonte et on se déplace. Et donc ça, monter et démonter, ça prenait 5 heures le matin, 5 heures le soir. Et parce qu'on est très maladroit. Il faut 20 minutes pour enlever ses chaussures. Plus le temps a passé, plus on allait vers le printemps, plus c'était facile parce qu'il faisait moins froid. À moins 20, pour nous, c'était chaud par rapport à moins 40 ou moins 50. À moins 40, je me souviens d'un matin, on a cassé 5 paires de lunettes de ski. Donc déjà, remballer le camp le matin, faire de l'eau, c'est la vie. Donc ça, c'est capital. Et ramasser de la neige. Or, il y a très peu de neige sur la banquise, c'est un désert, donc il y a très peu de neige. Donc déjà ça, préparer la neige et faire de l'eau pour avoir quelque chose de chaud. Et l'eau, on va la garder toute la journée dans des super thermos qui vont nous permettre de boire toutes les 2 heures quelque chose de chaud. On marche avec plus ou moins d'efficacité, parce qu'il y a des fois on a fait 1 kilomètre dans la journée, mais bon, on s'arrêtait toutes les 2 heures pour boire et manger. Et puis arrivé le soir quand on allait s'arrêter, quand on trouve un morceau de glace suffisamment dans lequel on a suffisamment confiance pour poser la tente pour la nuit. Et la glace peut se rompre sous votre tente. Ouais. Donc ça, c'est quand même un peu angoissant. Alors, tout le monde pense aux ours. On a vu 2 traces. L'ordre des dangers, c'est vraiment le froid qui est sournois et qui est là tout le temps. La glace qui risque de rompre, quoi. Puis après, le vivant, le pauvre ours. Pouvez-vous partager une des histoires marquantes ou surprenantes que vous avez vécues sur le terrain ? Bon, j'aurais tendance à parler de la première parélie que j'ai vue. Parce que là, on se dit, je suis dingue. Vous sortez de la tente, donc il n'y a rien. Tout ce que vous voyez, il n'y a personne dessus. Et vous voyez 3 soleils. Et vous ne pouvez même pas faire une photo parce que c'est tellement un grand angle. Enfin, ça s'appelle une parélie. Donc c'est des reflets du soleil sur une espèce de cercle. On peut en voir 4, on peut en voir 5. Là, c'était 3, c'était extraordinaire. Alors quand on est parti, il y avait pas, le soleil ne se levait pas. Il y avait quelques heures de lueur. Et puis on marchait pendant les heures de lueur. Et je me souviens d'une pensée pour les météorologues qui tous les soirs nous disent demain 2 minutes de soleil en plus ou en moins. Et il y a eu un jour, on a eu 2 minutes de soleil en tout. Et c'était la fête, c'était formidable. Et puis donc, on est revenu au bout de 8 jours, puisque la glace était complètement fracassée, pour repartir de plus loin. Et puis là, on a été coincé pendant 3 semaines où l'avion ne pouvait pas décoller. Et quand on est reparti, c'était le jour permanent. Et là, ça change tout. Parce qu'on est dans le même environnement, mais on voit clair. Enfin, si vous pouviez explorer un lieu encore inconnu ou peu étudié sur Terre, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? Sur Terre, moi j'aime bien les grands espaces, j'aime bien les endroits vides. Et j'ai longtemps rêvé d'aller au Mont Blanc, éventuellement l'Everest. Mais non, il y a trop de monde. Le Mont Blanc, j'ai vu un reportage, on aurait dit un couloir de métro. Ouais. L'Everest, n'en parlons pas, c'est pas la peine, quoi. Donc non, ce que j'aimerais, c'est des endroits encore déserts, mais je suis très limitée, parce que je supporte pas le chaud. Et j'ai peur des serpents. On disait toujours, quand on était sur la banquise, on aimerait bien revenir en vacances. C'est-à-dire sans avoir de contraintes. On avait des contraintes quand même, qui étaient de poser des balises. Et peut-être revenir au milieu de la banquise toute seule, là, toute seule ou à 3-4, pour observer, pour faire un peu ce que fait Vincent Munier, là, l'observateur, quoi. Nous,
Je pense que j'ai jamais vu d'animaux parce que je n'ai pas été observatrice justement. J'ai pas été celui qui se planque et qui attend jusqu'à ce que l'ours vienne manger devant sa porte. J'ai pas fait ça. Alors c'est peut-être ça que j'aimerais faire. J'ai toujours l'espoir que tout le monde a une passion, parce que la passion ça permet de faire plein de choses. Et je dis toujours aux gamins, quand je signe mon bouquin, je dis il faut croire en vos rêves, et je dis aux parents, et vous, il faut savoir les écouter. Merci à vous, Madeleine Griselin, d'avoir été avec nous pour cet épisode du podcast de l'université. Merci pour votre partage riche en inspiration et vos récits fascinants qui nous ont transportés jusqu'aux confins des régions polaires. Cet épisode autour de vous et nous suivre pour découvrir encore plus de personnalités qui font briller l'université de Franche-Comté. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast de l'université. Un podcast à portée d'écoute.